Nous ne croirons plus l'Occident quand il dira vouloir des décisions négociées. Ce capital de bonnes relations et d'espoir est complètement épuisé. Complètement épuisé, a-t-il dit. Pas en train de craquer, pas en train de perdre confiance, mais vraiment épuisé. Dans un tel contexte, qu'est-ce qu'on peut faire face à une situation pareille? Cette guerre va se régler sur le champ de bataille. Il n'y aura pas de règlement négocié. Je pense qu'à un moment donné, les Ukrainiens finiront par abandonner le combat. Les Russes gagneront militairement. Ce ne sera pas une victoire décisive, et on obtiendra un armistice, pas une victoire. Il y aura des négociations pour soutenir cet armistice, ou bien un conflit gelé, appelez ça comme vous voulez. Mais il n'y aura pas d'accord de paix véritable. Et les relations resteront empoisonnées entre d'un côté les Russes et de l'autre les Ukrainiens et l'Occident, probablement y compris les États-Unis, et cela pour un avenir indéterminé. Mais l'idée qu'on puisse arriver à un accord négocié où les deux camps vivraient heureux pour toujours, ça n'arrivera pas. J'ai du mal à croire que Lavrov dise ce genre de choses aujourd'hui. Pourquoi les Russes ont-ils jamais fait confiance aux Américains? Ça me dépasse. Ils auraient dû comprendre depuis longtemps qu'on ne peut pas faire confiance aux États-Unis. C'est pareil avec les Iraniens. Les Iraniens ne font pas confiance aux États-Unis. Il suffit de regarder ce qui s'est passé avec le mémorandum d'entente. Vous pensez vraiment que les États-Unis, dans leur état actuel, sont capables de négocier, de signer un accord et de s'y tenir? Je ne crois pas. Rappelez-vous, c'est le président Trump qui s'est retiré du JCPOA, pas les Iraniens. Et en ce qui concerne le mémorandum d'accord, ce sont les États-Unis qui n'ont pas respecté leur part du marché. Les Iraniens, comme on en parlait tout à l'heure, ont respecté la leur. Et si vous regardez l'article 5, c'est très clair. Ils contrôlent le détroit, et ce détroit inclut le canal d'Oman. Donc dans cette affaire, ce sont les Américains qui jouent un double jeu. Et l'Occident, lui, joue à ce jeu-là avec les Russes depuis très très longtemps. Oui, toi et moi, on le sait très bien. Donc c'est pas vraiment surprenant d'entendre Lavrov dire ça. Même si, comme je l'ai dit, je suis étonné qu'il ait attendu aussi longtemps. Tu sais, c'est peut-être lié à quelque chose, parce que c'est un diplomate accompli, et c'est peut-être pour ça qu'il voulait garder, disons, une petite porte entrouverte pour, je ne sais pas, un retour à la raison, peut-être. Mais il y a peut-être aussi des événements en Ukraine qui le poussent dans cette direction. Je crois que la dernière fois que tu es venu dans notre émission, on en avait parlé. Mais il y a cette nouvelle campagne de communication, surtout en Europe, qui dit que la tendance s'inverse, que les Russes auraient été arrêtés. Leur avancée a été stoppée. Ils ne progressent plus. Et du côté ukrainien, les choses vont mieux. Les résultats sont meilleurs. Tout semble aller dans le bon sens. Mais si c'était vraiment le cas, on pourrait penser que le recrutement ne poserait plus autant de problèmes. Et pourtant, Gary vous le montre depuis un an, à chaque fois que vous venez ici. Des gens sont attrapés dans la rue, jetés dans des fourgons, ce genre de choses. Eh bien, à Lviv, il y a seulement quelques jours, la situation a dégénéré en émeute. Des centaines de personnes se sont affrontées. C'est la presse ukrainienne qui le rapporte, pas de la propagande. Des centaines de personnes se sont heurtées aux recruteurs militaires, alors que la contestation contre la conscription en Ukraine prend de l'ampleur. Affrontements violents à Lviv autour de la mobilisation, et ça provoque une réaction officielle. On voit des foules immenses, pas seulement la famille, la petite amie ou l'épouse de l'homme qu'on essaie d'enrôler, mais maintenant, c'est tout le monde qui sort dans la rue. Et il y a eu de la violence. Sur l'image en bas à gauche, on voit qu'ils ont détruit plusieurs véhicules. Je crois qu'un bus a aussi été touché. Et voilà ce qui s'est passé ce matin. Attendez, je vais vous montrer celui-là.
C'est une vidéo d'excuses que certaines personnes ayant participé aux émeutes ont été enregistrées par la police. Regardez. Служити в Збройні Сили України. Я військовослужбовець, який приїхав від відпустки. Зробив провину, таке для вискочив на машину, прикрила. Більше такого не повториться. Жалію пацанам, які теж воюють. Я так само Je reviendrai et je serai sur le champ de bataille. Je présente mes excuses à tous les soldats qui se battent pour nous. всіма пацанами ЗСУшними, які зараз воюють за нас. Alors oui, il me dit, non, non, ils se battent pour nous. Et tu vois tous ces types-là. On dirait presque une mise en scène. On peut imaginer qu'il y a peut-être des mitrailleuses derrière l'écran. Mais je me dis que ce n'est pas vraiment le meilleur moyen de convaincre la population à l'intérieur de l'Ukraine que tout va bien, que tout se passe normalement. On en voit même encore plus. Mais laisse-moi te poser une question. Si tu commences à avoir des émeutes dans l'ouest de l'Ukraine, et d'après mes informations, il y en avait, eh bien, du côté ukrainien, ils ne faisaient pas ce genre de choses dans l'ouest, parce que c'était là qu'ils avaient les gens très pro-Ukraine. La plupart de ces mouvements venaient plutôt de l'est, de leur côté de la ligne de contact. Mais maintenant, ça se déplace vers l'ouest. Qu'est-ce que ça te dit? Je pense que ton point sur le fait que tout ça se passe dans l'ouest de l'Ukraine et non pas dans le centre ou l'est du pays est vraiment important. On ne s'attendrait pas à voir ça dans l'ouest parce que cette région est peuplée d'Ukrainiens ethniques qu'on imagine très nationalistes, très patriotes, donc prêts à s'engager dans le combat. Mais regarde Daniel, toi et moi, on soutient depuis longtemps que du point de vue de l'Ukraine, continuer cette guerre n'a absolument aucun sens. On dit depuis longtemps qu'il serait dans l'intérêt de l'Ukraine d'y mettre fin. Et ce que fait l'Occident, c'est d'utiliser l'Ukraine comme un bélier pour affaiblir la Russie. Pendant ce temps, l'Occident, lui, ne subit aucune perte. Is not suffering any casualties. They're not Americans dying or Europeans dying. Ce ne sont pas des Américains qui meurent, ni des Européens, mais bien des Ukrainiens, qui tombent en masse dans ce qui est, en réalité, non seulement une cause perdue, mais aussi une situation où il serait dans leur intérêt, et ça fait longtemps que c'est le cas, de mettre fin à tout ça et d'obtenir le meilleur accord possible. Et bien sûr, plus le conflit dure, plus l'accord qu'ils finiront par obtenir s'annonce mauvais. C'est l'argument de Daniel Davis et de John Mearsheimer depuis Dieu sait combien de temps. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'un bon nombre d'Ukrainiens commencent à le comprendre. Beaucoup de gens aiment dire que ceux qui partagent vos opinions ou les miennes sont anti-ukrainiens, n'est-ce pas? Qu'on serait pro-russe. Et bien sûr, comme on l'a déjà dit, c'est absurde. Oui. Cette guerre, du point de vue ukrainien, aurait mieux valu qu'elle ne commence jamais. Et bien sûr, une fois qu'elle a commencé, ils auraient dû l'arrêter. C'est ce que prévoyaient les accords d'Istanbul. Le fait que les Ukrainiens s'en soient retirés, c'était insensé. Et elle aurait dû être stoppée après ça, surtout après l'échec de la grande offensive de l'été 2023. Mais, vous savez, c'est très difficile de défendre cet argument en Occident. Et je pense que, jusqu'à récemment, c'était aussi très difficile de le faire en Ukraine. Mais, vous savez, j'aime toujours parler de la guerre du Vietnam. Si on revient à cette guerre, elle commence en mars 65. C'est à ce moment-là qu'on a envoyé les premières troupes de combat. Et le 31 mars 1968, le 31 mars 68, c'est là que Lyndon Johnson annonce qu'il ne se représentera pas, qu'il va arrêter les bombardements. Et à ce moment-là, c'est assez clair que Johnson comprend qu'on a perdu. D'accord. Ensuite, Nixon gagne à l'automne, en novembre 68. Il entre en fonction en janvier 69, et il dit qu'il a un plan secret pour mettre fin à la guerre. En réalité, il n'en avait pas. Un secret que même lui ne connaissait pas, oui.
Et non seulement ça, Danny, mais Nixon et son équipe ont été très lents à retirer les forces américaines au début, parce qu'ils voulaient vraiment gagner la guerre. Ils pensaient qu'ils pourraient peut-être trouver une formule magique, d'accord? Alors, ce qui se passe du côté des soldats américains qui mènent la guerre, c'est qu'entre 65 et 68, peut-être début 69, on voit que Between 65 and 68, maybe early 69, soldiers are willing to fight. les soldats sont prêts à se battre, à mourir, et en grand nombre. Ils n'opposent aucune résistance. Ils sont totalement engagés dans la cause. Mais ensuite, après le célèbre discours de Johnson, le 31 mars 1968, puis après l'arrivée de Nixon au pouvoir, quand il devient clair que nous avons perdu la guerre, là convaincre le soldat américain de se battre devient une tâche très difficile. Et on se retrouve avec toutes sortes de problèmes, comme le fragging. Des soldats du rang qui estiment que certains officiers, trop téméraires, mettent leur vie en danger pour une cause perdue et qui vont jusqu'à lancer des grenades dans leur tente pendant qu'ils dorment. Ce que je veux dire, c'est que quand on entre en guerre en pensant qu'on a de bonnes chances de gagner, on obtient beaucoup de soutien de la part des soldats sur le terrain. Ils vont se battre comme des chiens enragés. Et oui, il y aura toujours des gens prêts à servir. Mais une fois qu'ils comprennent que c'est une cause perdue, que ça ne marche pas, ils n'ont pas envie d'être les derniers à mourir pour une cause perdue. Cet état d'esprit s'installe très vite. Et je pense qu'il ne fait aucun doute qu'il y a ici une énorme campagne de propagande qui cherche à contrer l'idée que l'Ukraine est en train de perdre cette guerre. Mais, à mon avis, de plus en plus d'Ukrainiens comprennent que c'est pas vrai, que c'est bien une guerre perdue. Et si c'est une guerre perdue, et que vous êtes un citoyen ukrainien ordinaire, âgé de 21-25 ans, peu importe, et qu'on vient vous chercher pour vous mettre en uniforme et vous envoyer au front, vous n'aurez pas envie d'y aller. C'est une situation très différente de celle du 4 juin 2023, lors de l'offensive contre les Russes. À ce moment-là, les Ukrainiens étaient pleins d'énergie, persuadés qu'ils allaient percer les lignes russes, foncer jusqu'à la mer d'Azov, et ainsi de suite. Dans ce contexte, on peut trouver des volontaires. Mais si on regarde ce qui se passe maintenant, c'est un peu comparable à ce qui s'est produit au Vietnam en 1969 et surtout en 70-71. On avait d'énormes problèmes avec nos soldats. Vraiment d'énormes problèmes. La plupart des gens n'en savent rien. Toi, tu as servi à cette époque, donc tu en as une certaine idée. Oui, moi, je n'étais pas au Vietnam, mais je savais très bien ce qui s'y passait. Tous ceux qui servaient dans l'armée américaine étaient conscients des problèmes qu'on rencontrait, parce que beaucoup pensaient qu'on menait une guerre perdue d'avance. Et beaucoup d'Américains sont morts. Il y a, je crois, 58 000 noms gravés sur le mur du Vietnam, à Washington. Et personne ne voulait faire partie de ces noms. Peut-être pas être le dernier surtout. Oui, c'est exactement ça. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, c'est que les gens commencent à comprendre. Et d'ailleurs, Danny, à ce sujet, le général Zaluzhny, a publié une tribune importante dans le journal britannique The Telegraph, où il disait en substance « Ne croyez pas ces discours selon lesquels la Russie est en train de perdre la guerre et que nous allons gagner. » Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, celui-là, je ne l'ai pas vu. Tu devrais vraiment lire la tribune de Zaluzhny. Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Zaluzhny était auparavant le commandant en chef de l'armée ukrainienne, avant le général Syrski. Zelensky l'a envoyé au Royaume-Uni pour y être l'ambassadeur de l'Ukraine. Mais avant tout, c'est un général, un ancien commandant. Et lui, il n'adhère pas du tout à ce discours qu'on propage en Occident, et même en Ukraine, selon lequel la situation aurait basculé et que l'Ukraine aurait mis les Russes sur la défensive.
Ukraine has got the Russians on their back feet. And by the way, I've got some news. Au fait, j'ai reçu des infos d'une source interne en Ukraine. Elle affirme que Zelensky veut bel et bien se présenter à la présidentielle, mais qu'il aurait été prié par le régime actuel, le gouvernement, peu importe comment on l'appelle, de ne pas le faire. Il aurait refusé leur proposition et apparemment, il compte bien se présenter quand le moment viendra. On verra donc quand ça arrivera. Bon, je sais qu'on arrive à la fin du temps imparti. Est-ce que vous avez encore un peu de temps pour une dernière question ou vous devez partir? Oui? D'accord, juste une dernière, parce que je pense que c'est vraiment important. Vous venez de parler de l'analogie avec le déclin et la fin de la guerre du Vietnam et de la façon dont les dirigeants politiques ont fini par en prendre conscience. Sur le plan politique, alors que les soldats et la population sont clairement arrivés à ce point, le monde politique, lui, n'y est pas encore. On vient juste d'avoir au sommet de l'OTAN à Ankara le retour de Volodymyr Zelensky. Et là, juste à côté de lui, le président Trump s'assoit et dit « Tiens, et si on faisait ça? Si on signait un contrat pour fabriquer des missiles qu'on construirait directement ici en Ukraine? Ça résoudrait pas mal de nos problèmes. » Mais comme vous le savez mieux que presque tout le monde, même si on signait ça ce matin, il faudrait entre 2 et 5 ans avant que l'usine puisse produire quoi que ce soit, en supposant que la Russie ne la fasse pas sauter d'ici là. Mais le simple fait qu'ils réfléchissent à faire quelque chose qui ne porterait ses fruits que dans plusieurs années, qu'est-ce que ça vous dit à vous? Écoute, c'est très clair, Danny. Quand un pays, dans le monde moderne, entre en guerre, il est très difficile, ou plutôt, je devrais dire, extrêmement difficile, d'en sortir. Si on revient au Vietnam, c'est essentiel de comprendre ce qui s'est passé là-bas. Kissinger et Nixon voulaient gagner la guerre. Ils voulaient rester engagés le plus longtemps possible et trouver une stratégie intelligente qui leur permettrait de vaincre le Nord-Vietnam. Nixon donnait l'impression qu'il allait nous en sortir rapidement, qu'il allait mettre fin à la guerre. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Pense à l'Afghanistan, il y a 20 ans. Et il y avait beaucoup de gens, surtout dans l'armée américaine, qui ne voulaient pas partir, n'est-ce pas? On serait encore là si Trump et Biden n'avaient pas pris la décision de se retirer, non? Vous savez, quand on est dans l'armée américaine, surtout à un haut niveau, on ne veut pas être celui qui perd une guerre. On veut rester engagé aussi longtemps que possible, en espérant qu'un miracle se produise et qu'on finisse par la gagner. On cherche, sans arrêt, des moyens de l'emporter. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui avec l'Ukraine. Vous vous souvenez, l'an dernier, on parlait du fait qu'il semblait que Trump retirait le soutien américain aux Ukrainiens et que le poids de l'aide à l'Ukraine allait retomber sur les épaules des Européens. Trump s'en désengageait et ainsi de suite. Mais si on regarde ce qui s'est passé lors du sommet du G7 en France, c'était en juin, à la mi-juin, et qu'on compare avec ce qui vient de se passer au sommet de l'OTAN, c'est assez clair. Trump est de retour. Il travaille à nouveau avec les Européens et avec les Ukrainiens pour accélérer la guerre des drones contre la Russie. C'est vraiment assez incroyable. Si on regarde la déclaration du 17 juin, après la réunion du G7, il y est dit très clairement que les pays du G7 vont continuer à soutenir et à accélérer leurs efforts pour aider l'Ukraine à mener la guerre des drones à longue portée. Accélérer, oui. Et si on regarde ce qui s'est passé lors de la réunion de l'OTAN, c'est pratiquement la même chose. Trump montre de l'enthousiasme pour ce que font les Ukrainiens, pour ce que fait Zelensky, et il dit qu'il faut les aider. Et bien sûr, la CIA est impliquée là-dedans depuis toujours. Je veux dire, peu importe ce que fait Trump, ou de quel côté il souffle d'un jour à l'autre, ça ne change pas grand-chose. Parce qu'en dessous, l'état profond,
et là, on parle de la CIA, est complètement plongée dans l'aide à l'Ukraine pour mener cette guerre de drones contre la Russie. Et évidemment, ça nous ramène à Lavrov. Pourquoi Lavrov dit-il maintenant qu'on ne peut pas faire confiance aux Américains? C'est parce qu'il semble avoir enfin compris, peut-être après le sommet du G7 et celui de l'OTAN, que les Américains et les Européens, pas seulement les Européens, mais bien les Américains, les Européens et les Ukrainiens, sont en guerre contre la Russie. Vous savez, on est en fait pratiquement en guerre avec la Russie, si on y réfléchit bien. On aide à planifier les attaques de drones, c'est assez clair. La CIA est très impliquée. Et en plus, on leur fournit des armes. On les aide à développer leurs capacités en matière de drones, leurs capacités de renseignement. Et la vraie question qu'il faut se poser, bien sûr, même si c'est un sujet pour un autre jour, c'est où tout ça nous mène. Parce que, pour revenir à votre question de départ, ce que vous dites en somme, c'est qu'on ne semble pas vouloir lâcher prise, que ce soit avec l'Iran ou avec la Russie. Right. So in 30 seconds or less. Alors, en 30 secondes ou moins, est-ce que vous pensez qu'à terme, si on ne change rien, la Russie finira par mettre sa menace à exécution et attaquer des installations militaires, des usines de drones et ainsi de suite en Europe de l'Ouest? In Western Europe. Ça dépend de deux choses, Danny. D'abord, de la capacité des Russes à développer les moyens de limiter les attaques de drones. Est-ce qu'ils peuvent mettre en place des défenses qui réduisent vraiment l'impact de ces attaques? C'est le premier point. Et ensuite, tout dépend de ce qui se passe sur le champ de bataille. Si l'armée ukrainienne venait à s'effondrer le mois prochain, ça aurait un effet majeur sur la suite des événements. Donc, à mon avis, il est impossible de le dire avec certitude. Si, Danny, ils ne parviennent pas à empêcher les drones de causer de gros dégâts, s'ils ne réussissent pas à en limiter les effets, alors que nous, on accélère nos efforts pour aider les Ukrainiens et que ça fonctionne. Si tout ça se produit et qu'ils ne remportent pas une victoire rapide sur le terrain, je pense qu'ils s'en prendront à des cibles en Europe. Vous savez, on n'a pas de sponsor parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un like et partagez ça avec quelqu'un qui compte pour vous. Somebody you care about.